Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Ce soir, nous allons quitter cette actualité un peu oppressante et sinistre pour nous plonger vers un passé pas si lointain et qui explique en grande partie l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, et ces mots, évidemment. Nous allons parler du XVIIIe siècle et je reçois pour évoquer le prétendu siècle des Lumières Alain Pascal, écrivain. Ami de la Résistance, bonsoir. Voilà, bien connu des auditeurs de cette émission en particulier. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu chez nous. Je suis heureux de vous revoir. Merci. À l'occasion donc de la sortie de votre dernier livre, le 9e, si je ne me trompe pas, intitulé Le siècle des ténèbres, aux éditions des Cimes. Voilà, nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Bonsoir. Bonsoir frère, un habitué. Et puis bien sûr, Elisabeth qui est avec nous. Voilà. Bonsoir chers auditeurs. Je vous espère en forme spirituelle surtout. C'est vrai, vous avez raison. Bon, en tout cas, nous sommes tous pour l'instant rescapés apparemment du virus. Des petites annonces pour commencer, si vous voulez bien. Je pense que c'est vraiment mieux de les faire au début, vu comment se terminent les émissions en général. Frère, à vous l'honneur. Moi, je peux annoncer éventuellement mon dîner débat qui a lieu tous les lundis du Cercle Retour au Réel à 7h30, 9 rue du Vieux Colombier. Lundi prochain, c'est sur l'Europe. Et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Asselineau. Et la semaine d'après, Oscar Fressinger. D'accord. Homme politique suisse. Eh oui. Sympathique. Qui s'est retiré de la politique. Ah bon ? D'accord. Il a écrit un bon roman, tout récemment. D'ailleurs, qui est à votre librairie. D'accord. Très bien. Alors ensuite, Alain Pascal, vous avez quelque chose, un événement qui vous concerne, qui s'approche. Alors je vais en dire deux mots moi-même si vous voulez bien. Alors c'est la 3e édition de la fête des Amis d'Alain Pascal. Alors elle se tiendra le samedi 21 mars de 14h30 à 19h dans une belle salle qui s'appelle le Colisée Wagram, 4 rue Brémontier, Paris 17e, métro Wagram. L'entrée est gratuite et il y aura un verre de l'amitié. Et puis il y aura surtout, ne venez pas que pour le verre, il y aura de nombreux auteurs, donc amis d'Alain Pascal ici présents, qui touchent à des sujets très variés. Genre, je cite en vrac et dans l'ordre alphabétique Adrien Abouzi, que j'avais reçu plusieurs fois à ce micro d'ailleurs, pour différents livres, un essai politique et puis 2 ou 3 livres plus historiques. Oui, sur Dreyfus, il a un essai sur Dreyfus qui est remarquable, qui me semble très intéressant, et qui fait un peu une contrepartie de films mensongers, même s'ils n'ont pas le succès qu'ils voulaient avoir. Il y a aussi alors François de Chassé pour un petit livre sur la question de l'immigration et de l'expatriation, qui s'appelle Remplacer les immigrés par des expatriés, et qui remet en valeur cette notion d'expatriés que les hommes politiques semblent avoir oublié. Voilà. Il y aura aussi Arthur de Mongeau pour un livre Le très darwinisme intéressant. tient-il debout, et c'est un scientifique et c'est vraiment une thèse passionnante. C'est un jeune auteur, donc j'invite tout le monde à lire ce livre. Il m'a semblé remarquable. Oui, je l'avais signalé dans la dernière émission, mais Oui. nous faisons bien d'en parler à nouveau. Oui. Voilà. Le darwinisme tient-il debout ? Une synthèse philosophique et scientifique sur la controverse entre darwinisme et très documenté et et très compétent. Enfin, c'est très intéressant. Voilà, aux éditions des Cimes. Oui. Il y aura aussi Sylvain Durin qui intervient régulièrement à l'antenne de Radio Courtoisie. Henri de Fersan, Patrick Goffman, Romain Guérin, Pierre Hillard, le père Jean-Dominique, Pierre Joly, l'abbé Pagès, habitué aussi de ce studio, Paul-Étienne Pierrecourt, Louis-Hubert Rémy, le frère Thierry. Frère Thierry est là aussi. Il est partout, décidément. Frère Thierry, vous avez publié un regard sur le mondialisme, dans lequel vous m'avez fait l'honneur de me permettre d'intervenir. C'est un collectif. Je vous en remercie, c'est un livre collectif. Donc il y a déjà Pierre Hillard, évidemment, sur le mondialisme, mais je pense que ce livre-là peut très bien compléter les documentations sur ce sujet.
Il y aura aussi Karl van der Hecken, bien sûr, spécialiste de Guénon. de Guénon. Et puis d'autres. Voilà, donc ce sera le samedi 21 mars, après-midi. Vous pouvez retrouver les informations sur le site alainpascal.com. Voilà, c'est dans le 17e, donc métro Wagram. Vous avez donné l'adresse. Ouais. Je suis très content que c'est la 3e année. Et je suis très content de réunir des auteurs pour que les lecteurs des uns connaissent les livres des autres. Nous devons former un groupe alors nous sommes un peu divers, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur tout, mais je pense que tous les auteurs qui sont là ont vraiment des livres très intéressants et que je demande à tout le monde de les acheter parce qu'il faut que les maisons d'édition vivent. Et puis finalement, nous avons besoin de lutter encourager les auteurs contre un virus mortel. Moi, je lutte contre un virus mortel. Et je vais le nommer ce soir parce que il a déjà fait des millions de morts, n'est-ce pas ? C'est le virus 1789. Oui. Donc, ce virus-là a tué nos âmes, a tué les âmes des Français. Et je crois qu'il est pire encore et tué la France. Donc, je suis un contre-révolutionnaire. Il n'a pas tué encore. Non, il n'a pas tué. Enfin, il est moribonde. Certes. Ouais. Voilà, donc il est urgent de se vacciner contre ce virus-là. Bien sûr. Alain Pascal en un seul mot.com, voilà pour les détails. Mais c'est vrai que, bon, pour faire un petit écho à l'actualité, la façon dont la crise sanitaire actuelle a été traitée par les autorités politiques, c'est-à-dire mal, quoi, avec une incurie typique des gouvernements moderne, quoi, républicain, de court terme et d'intérêt privé et occulte, eh bien, illustre bien la nécessité de remonter aux idées philosophiques et politiques qui inspirent ces gouvernements et ces États modernes avec des conséquences terribles. Il faut refonder le politique. Et la Révolution française a substitué le pouvoir économique au pouvoir politique. Donc aujourd'hui, le politique n'est plus prioritaire. Ce n'est plus lui qui décide. On décide plus en fonction de valeurs, on décide en fonction d'intérêts divers. Voilà, oui, pour faire simple. Mais Voltaire l'a extrêmement bien expliqué dans ses lettres anglaises, où il montre que c'est le marchand qui a le pouvoir et non pas le militaire. Ouais. Donc, on va tout ça pour dire que nous allons parler d'idées et d'histoire ce soir, mais que c'est quand même en lien avec le réel, le concret et l'actualité. Voilà, vous le rappelez aussi. Hein. Ce sont quand même les idées qui mènent le monde. Les idées qui viennent du faux siècle des Lumières, c'est ce que j'appelle le siècle des ténèbres. Si je peux quand même introduire le livre simplement, c'est que la vraie lumière vient de Dieu et elle nous a été offerte définitivement par le Christ, et que les fausses lumières, les pseudo-lumières du XVIIIe siècle, ce sont les illuminations, ce sont des lumières des illuminés, qui sont tout le contraire d'une illumination par le Saint-Esprit. C'est une résurgence du très vieil illuminisme, de la gnose et de toutes les doctrines occultes à travers le temps. Donc, et nous subissons aujourd'hui les effets des Lumières. Nous sommes toujours dans l'ère révolutionnaire, et j'ai écrit un livre sur mai 68 dont beaucoup de gauchistes sont revendiqués des Lumières. Tout le monde a revendiqué les Lumières. Nous en sommes là parce que les Lumières ont gagné, pas définitivement. Donc il faut combattre ces fausses lumières pour leur substituer la vraie lumière, tout le monde celle de Dieu. Par les fausses lumières. Bon voilà, le ton est donné, le cadre est posé. Le ton parfois un peu pamphlétaire qu'on retrouve dans vos ouvrages, mais ça n'empêche que ce sont des ouvrages très documentés, très sérieux, de véritables études. Voilà, vous êtes un spécialiste de l'histoire occulte et de la gnose en particulier, quoi, des courants ésotériques et des sociétés secrètes qui interviennent discrètement au cours de l'histoire et qui façonnent les événements ainsi que l'évolution des idées. Il y a un rapport de la philosophie avec ces doctrines occultes, et il y a aussi derrière toutes les philosophies cette lutte des initiés contre le catholicisme. C'est la vision que j'ai aussi de l'histoire. C'est-à-dire que j'étudie l'histoire sous l'angle de la guerre de religion. Alors vous dites que l'histoire est une guerre de religion, et non pas une histoire uniquement politique. Ce qui sous-tend le fond de l'histoire, c'est la guerre de religion, surtout. Ça a toujours été le cas d'abord, mais surtout depuis la révélation du Christ.
Donc, soit on est pour, soit on est contre. C'est le oui ou non. C'est très simple. C'est ce que dit le Mais Christ tout s'est lui-même. déterminé en fonction, et toutes les philosophies modernes ont été faites, inventées contre le catholicisme. Il faut appeler les choses par leur nom. Bon, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils peuvent intervenir pendant cette émission, puisqu'elle est en direct. En tout cas, si vous l'écoutez ce jeudi 12 mars, voilà, vous pouvez nous contacter, poser vos questions, faire part de vos remarques par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par le site internet de la radio, radiocourtoisie.fr, dans la rubrique Contact. Voilà, le livre qui nous réunit ce soir s'intitule donc Le siècle des ténèbres, aux éditions des Cimes, collection Face cachée. C'est un livre, un volume important, encore une fois, avec un peu plus de... pas loin de 600 pages. 600 pages, un livre donc très fourni, assez dense, une mine d'informations, avec beaucoup de références, de sources. Et puis, comme toujours avec vos ouvrages, il y a une table des matières très détaillée, là elle doit faire 10 pages, et puis des index des noms, index des mots-clés, ce qui permet de retourner au livre quand on veut se pencher sur quelqu'un ou sur une idée. Ça en fait un outil de travail utile. J'ai ajouté un glossaire, parce que beaucoup de lecteurs l'avaient demandé pour les livres précédents. Je crois qu'ils avaient tout à fait raison. C'est vraiment une bonne idée. Oui. J'avais l'habitude de définir en note les mots à chaque fois, mais finalement on peut les oublier. Donc là, le lecteur peut se référer à un glossaire. Oui, tout à fait. On peut même commencer par là, à vrai dire. Moi, ce serait mon petit c'est pas mal. Par le glossaire. De tous mes livres, si je peux donner un conseil au lecteur, c'est pas nécessairement commencer par le début. De toute façon, un livre, on ne le commence jamais par le début. Un livre, on l'ouvre au hasard. Ou bien alors on va à la table des matières. Alors on l'ouvre au hasard et on lit un peu, et où on ferme la page ou on continue. C'est comme ça que j'avais tant apprécié le livre de Romain Guérin, parce que je l'ai ouvert au hasard. C'était le journal d'Anne France. Je le connaissais pas encore. Un roman. Et au bout d'une demi-heure, je me suis rendu compte que j'avais pas levé le nez du livre. Alors là, évidemment, comme c'est un roman, je l'ai repris au début. Mais voilà. C'est quand même bien pour un roman. Oui, pour un roman, c'est mieux. Mais autrement, non. Ou bien alors, aller voir un auteur que l'on connaît, c'est-à-dire on va voir tel auteur et on voit ce que peut dire l'auteur sur ce personnage. Mmh. Et après, on peut aussi commencer par le début. Il y a aussi beaucoup de notes. Alors, on me le reproche parfois, mais il faut donner les références, parce que sinon on dit que vous inventez. Donc on est bien obligé. On peut lire sans les notes, ou avec les notes, ou une lecture sans les notes et une lecture avec les notes. Alors je sais que ça demande du travail, mais je trouve très intéressante ces notes. Il faut revenir au fond des choses, c'est-à-dire que je reviens au fondement même de notre société. Je détruis les mythes qui nous culpabilisent. Donc, on va peut-être en parler, mais dans les livres précédents, j'avais détruit le mythe d'un Descartes rationnel, donc je suis anti-cartésien au nom de la raison, etc. Et là, j'essaye d'abattre le mythe des Lumières, parce que nous en souffrons. Ouais. Alors oui, ce livre s'inscrit dans une trilogie, parmi votre œuvre, dont il est le 9e ouvrage, comme je l'ai dit. Il s'inscrit dans une trilogie intitulée « La conspiration des philosophes ». Le tome 1... c'était les sources occultes de la philosophie moderne, sous-titré de la gnose à la théosophie. Ensuite, il y a eu... mais juste un mot, parce que la théosophie, c'est-à-dire le fameux théosophe allemand, qui veut dire littéralement sagesse de Dieu, mais qui en fait est la folie des hommes, et le fameux théosophe allemand Jacob Böhm, que l'on connaît peu, et qui a vécu 20 ans avant Descartes. Et les idéalistes allemands, donc toute l'école idéaliste allemande, l'idéalisme étant la première philosophie moderne, va se référer autant à Böhm qu'à Descartes. Et ça, on ne l'enseigne pas à l'université. Quand vous êtes à l'université, on fait commencer la philosophie moderne à Descartes, alors qu'elle a commencé bien avant. Ouais. Et pas sous une forme rationnelle. Ce qui est aussi extrêmement important, c'est que Böhm est un théosophe, donc il fait partie de ce qu'on appelle la voie irrationnelle des initiés, notamment ayant recours à la magie. Donc on ne peut pas construire un rationalisme sur la magie. Oui, a priori. Voilà. Donc, voilà, donc ça, oui. C'était dans ce livre, Les sources occultes de la philosophie moderne. Ouais. Ensuite, il y a eu Le siècle des Rose-Croix,
donc sur le XVIIe siècle, sous-titré Pascal contre Descartes. Voilà, mais nous avions fait une émission là-dessus qu'on peut retrouver. C'est le grand Pascal, évidemment. Blaise, oui. Voilà. Pascal ayant été le premier à dénoncer Descartes. Alors, il ne l'a pas contredit, et dans ce livre-là, je parle aussi de Bossuet, qui n'a pas réussi à faire une critique de Descartes. Vous savez que Bossuet, en fait, a été au début... alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Descartes a été condamné par l'Église. Oui. C'est une donnée très importante. Mais il a été encouragé au départ par le canal de Bérulle. Absolument. Donc, fondateur des oratoriens. Donc, sans doute, Descartes a trompé son monde. Et Bossuet a pu être séduit à un moment. Et à la fin de sa vie, il voyait les dangers qu'aurait à affronter l'Église plus tard. Absolument. Ils sont des visionnaires. Bossuet et Pascal sont des visionnaires. Alors, juste un mot quand même sur le cardinal de Bérulle. Il est mort avant que Descartes n'écrive le discours de la méthode. Donc, si vous voulez, Descartes était un génie scientifique, très brillant, très séduisant. Et un professeur, déjà, il y a un siècle, l'avait appelé le philosophe au masque, parce qu'il avance masqué. Descartes, en fait, moi, j'ai comparé la philosophie de Descartes avec l'ésotérisme des Rose-Croix. Donc, les Rose-Croix étant des initiés qu'on va appeler influencés par à la fois la Kabbale et l'ésotérisme égyptien. Et tous les philosophes du XVIIe siècle, Descartes et ses disciples, sont influencés ou sont proches des Rose-Croix ou font partie des Rose-Croix. Donc c'est sous cet angle occulte que j'ai analysé la philosophie. Ce n'est pas un livre de philosophie, sur l'histoire, c'est un livre, l'histoire secrète de la philosophie, le rapport des philosophes du XVIIe siècle avec les Rose-Croix. Oui, donc ça c'est le livre intitulé Le siècle des Rose-Croix. Frère Thierry, vous vouliez dire quelque chose ? Pour modérer un peu ce que vous dites, tous les disciples de Descartes n'étaient pas forcément des compagnons de route, des illuminés. Malebranche. Vous me citez l'exception. Je donne des exceptions dans mon livre, on est bien d'accord. Deuxième chose qui est peut-être surprenant pour nos auditeurs, que dans les séminaires jusqu'à Léon XIII, les manuels de philosophie étaient de type cartésien. Le premier manuel, c'est Salvatori, qui est un sort de néotomisme balbutiant. Hélas. D'où la crise de l'Église, très probablement. Pas uniquement, mais hélas, oui. Parce que Descartes était aussi extrêmement pervers. Peut-être dans votre livre, vous n'avez pas abordé suffisamment cet aspect, une crise de la sensibilité. Là, vous changez de livre. Hein. Là, on était sur le siècle des Rose-Croix, le précédent. Oui. Ouais. Enfin voilà, sur le. Bon, alors justement, venons-en. Alors, je fais au début de ce livre, du nouveau livre, Le siècle des ténèbres, je fais pas vraiment un résumé, mais je donne quand même quelques éléments, évidemment, des livres antérieurs pour que les lecteurs. Pour l'inscrire dans la continuité. Dans la continuité, et on peut commencer par Le siècle des ténèbres. Les livres peuvent se lire indépendamment. Mais ils constituent quand même une suite. Ils constituent une suite parce il faut comprendre qu'il y a un mythe Descartes, qu'il y a un mythe Erasme, on remonte, etc. Donc, nous sommes culpabilisés par un certain nombre de mensonges culturels, et j'essaye de dénoncer tous ces mensonges. Ouais. Simplement un mot, si vous voulez bien, sur le nom que vous avez donné à cette trilogie. Oui. La conspiration des philosophes. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi cette expression ? 17e ou 18e siècle, ils se connaissent tous les uns les autres, et ils agissent de concert. C'est-à-dire, il y a des divergences, évidemment, il y a des disputes entre eux, mais ils vont dans le même sens. On parlera tout à l'heure des disputes entre Voltaire et Rousseau, par exemple. Ils se disputent, mais ils vont vers la révolution. C'est exactement le même but. Et ils sont tous les deux anticatholiques. Donc, si vous voulez, c'est exactement... c'est ça, la conspiration. Oui, quand vous avez, au XVIIe siècle, je donne toujours cet exemple, mais Descartes, par exemple, rencontre un philosophe anglais qui s'appelle Thomas Hobbes, qui est un redoutable philosophe, qui est quasiment diabolique, et qui est cartésien. Et ils se tombent dans les bras, et il s'appelle mon ami éternel, et ils ne se sont jamais vus. Tandis que quand Descartes a voulu rencontrer Pascal, c'est extrêmement froid. On est entre deux, et Pascal a été le premier à dire que la philosophie de Descartes était à la fois dangereuse et inutile. Je sais pas, c'est le mot exact. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout avec des gens qui ne se concertent pas. Quand Leibniz va à Londres, il va voir Newton. Voilà.
ils planifient des choses. Il faut appeler des choses par leur nom. Et ils font partie de sociétés secrètes. Leibniz est grand maître Rose-Croix en Allemagne. Quand en l'université, on étudie Leibniz, si vous ne dites pas que la monadologie de Leibniz, c'est une résurgence de la gnose ou de Plotin des premiers siècles, vous ne comprenez pas ce qu'est la philosophie de Leibniz. J'y insiste parce que Leibniz est à la source de l'œcuménisme actuel. Donc c'est un œcuménisme mis en place par un Rose-Croix protestant qui exclut les catholiques. On peut penser bien avant à Comenius. Comenius, qui est dont je parle aussi, qui est aussi le chef d'une secte des frères moraves. Et par exemple, Comenius va à Londres faire un discours devant le Parlement. Et il demande qu'on bâtisse, qu'on fasse ce qu'il appelle un collège des illuminés, qui va devenir un collège des lumières, et qui va annoncer les lumières du 18e siècle. Donc, si vous voulez, l'UNESCO aujourd'hui se réclame de lui. Le buste de Comenius est dans l'entrée de l'UNESCO. Donc, ce sont des personnages qu'on ne connaît pas. Et Comenius, qui est à l'origine de la réforme de l'éducation, qui va être poursuivie ensuite par Diderot, dont on parlera, et surtout par Rousseau. Donc, et qui est aussi la réforme de Rousseau, qui est le programme gauchiste actuel. C'est-à-dire l'enseignement non cognitif, c'est Rousseau. Oui, mais nous allons parler un petit peu. On parlera de tout ça, mais ce que je veux bien situer pour dire que les gens comprennent bien l'actualité de ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 siècles. Oui. Nous sommes toujours déterminés par les systèmes philosophiques qui ont été fondés contre le catholicisme. C'est cette conspiration des philosophes. C'est ça, la conspiration. C'est une œuvre de subversion contre l'ordre chrétien, contre l'ordre de la société chrétienne. Voilà. D'accord. Elisabeth, il y a un message. Dont Malebranche ne fait pas partie, je vous le conseille. Il y a des erreurs dans Malebranche, parce que Malebranche, il est parti à la recherche de la vérité, et Bossuet, d'ailleurs, lui a répondu que la vérité, elle avait été révélée, donc il n'avait pas besoin de la chercher. Il a fait des erreurs, Malebranche, mais il est sincèrement chrétien, il n'y a aucun doute. Alors, la question d'une auditrice qui fait référence au chevalier de la Barre qui est mort dans des conditions atroces. Oui. Et comme d'habitude, le bateau de l'histoire navigue entre 2 écueils en se heurtant de temps en temps au récif. Quelle est sa question Oui, mais en fait, je vous dis depuis le début. Bonsoir, si on juge les Lumières par leurs conséquences après 1789, ce n'est pas brillant. D'un autre côté, on ne peut pas se contenter d'un système qui avait condamné le chevalier de la Barre. Alors, c'est pas le système, ce sont des coteries, c'est les parlementaires. L'Église était tout à fait favorable à une condamnation clémente, douce, et ce sont des intrigues peu reluisantes qui ont amené ce pauvre libertin au supplice. Alors, il y a une vieille excuse, les abus de l'Ancien Régime. Moi, j'en ai assez d'entendre parler des abus de l'Ancien Régime, ou de l'Inquisition, ou des choses comme ça, on va en sortir. Ce sont vraiment des gouttes d'eau, il s'est rien passé. La fameuse prise de la Bastille, les gens qui sont là sont des privilégiés, ils sont avec leur personnel, etc. Arrêtons de se culpabiliser. Si on reprend le fait du chevalier de la Barre, il est victime de jalousie, essentiellement, et l'Église voulait une mesure de clémence. Bon, c'est bien noté. Et ce sont des parlementaires anti-monarchistes. En plus, il y avait des querelles, disons, de jupons. Et on pourrait imaginer aujourd'hui certains jugements qui sont rendus aussi, non pas en fonction du droit, mais en fonction de l'opinion. Et puis intéressons-nous aux millions de morts du communisme, c'est-à-dire aux millions de morts dont la philosophie est responsable. C'est l'athéisme, le communisme est un athéisme, ne l'oublions pas, un matérialisme athée qui a provoqué des millions de morts. Là, ils sont là, les morts, par millions. Bien sûr, bon, et puis chez nous, quand on voit les horreurs de la Révolution française... Horreurs de la Révolution, il y a 500 000 morts à la Révolution. C'est pas comment les héritiers de la Révolution française peuvent oser donner des leçons de morale. Thierry, rappelons, il faut toujours rappeler que la Révolution française a fait plus de morts et de victimes en quelques mois que l'Inquisition en plusieurs siècles. Ça, c'est vrai. Mais revenons aux faits. Si on regarde, par exemple, notre ami Voltaire, dans ses correspondances, qu'est-ce qu'il pense effectivement de Calas, de l'affaire Calas, ou des autres affaires qui lui ont donné une certaine notoriété?
Il suffit de lire sa correspondance pour comprendre qu'il n'en avait rien à faire. Rien à faire, c'est un prétexte juridique de l'affaire. C'était uniquement une arme de guerre. Bien sûr. Bon, alors avant d'en arriver à Voltaire, puisqu'il faudra que nous en parlions tout à l'heure, reprenons dans l'ordre. Ce livre, vous vous référez au début de votre livre à un autre livre, un livre très important qui s'appelle La crise de la conscience européenne, qui a été écrit par Paul Hazard en 1935, qui est un livre capital, remarquable, et qui a été réédité et que vous vendez d'ailleurs à votre librairie. Oui. Alors, ce livre démontre, pour le présenter très succinctement, mais je vous laisse la parole ensuite, démontre que dans les années 1680-1715, en Europe, eh bien, il y a eu une révolution, ou du moins une très importante crise de conscience. Et je vais citer l'auteur lui-même, Paul Hazard, qui, pour présenter, pour résumer, comment dire, son travail. Je cite, « Quel contraste, quel brusque passage, la hiérarchie, la discipline, l'ordre que l'autorité se charge d'assurer, les dogmes qui règlent fermement la vie, voilà ce qu'aimaient les hommes du XVIIe siècle. Les contraintes, l'autorité, les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du XVIIIe siècle, leurs successeurs immédiats. La majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup les Français pensent comme Voltaire. C'est une révolution. » Voilà, fin de citation. Ça, c'est une citation qui est au début de mon livre. Qui est remarquable. C'est une analyse remarquable. Alors, le défaut de Paul Hazard, c'est de ne pas avoir, justement, été voir l'histoire secrète. Bon, il ne l'aborde pas. C'est quand même un livre qui fait référence. Mais c'est un livre qui fait référence parce qu'il est le premier. Et sa thèse est admise partout. Bien sûr. Il a bien montré qu'il n'y avait pas d'idée nouvelle au XVIIIe siècle, mais une différence entre le rapport de force. Oui. Il explique que les idées qui ont paru révolutionnaires vers 1760 ou 89, c'était déjà exprimé vers 1680. Absolument, à partir de 1680. C'est ça, c'est la querelle des anciens et des modernes. Voilà. Et alors, les partisans des modernes étaient apparemment tous des fervents catholiques. Ils vont dire, mais nous sommes meilleurs que nos anciens parce que nous sommes chrétiens. Bon, mais ça préparait le reste. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi du côté de l'Église? Au XVIIe siècle, les sermons étaient essentiellement doctrinaux. Au XVIIIe siècle, c'est la morale, c'est l'utilité. On voit qu'il y a un déplacement non seulement de sensibilité, mais une perspective. Oui, la fameuse phrase que vous avez citée, parce que la majorité des Français pensaient comme Bossuet, et tout d'un coup les Français pensent comme Voltaire, c'est une révolution. Ouais. Je vais l'illustrer très simplement, parce que je commence mon livre avec Bossuet, parce qu'évidemment je suis pascalien et aussi j'aime beaucoup Bossuet. Ouais. Et je le termine avec Voltaire et Rousseau, que j'aborde. Grand Bossuet. Donc si vous voulez, je vais simplement citer une phrase de Bossuet. Allez-y. Dieu, alors évidemment il défend la monarchie de droit divin. Dieu n'a donné sa puissance au roi que pour procurer le bien public et pour être le support du peuple. Ça, c'est Bossuet. Et Voltaire, l'ancêtre des droits de l'homme, il faut quand même le préciser, avec Rousseau, au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin. Lequel est humaniste? Ben, c'est Frédéric II et Louis XIV. Alors, évidemment, donc, vous faites référence à ce livre capital de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, mais vous lui faites quand même un reproche, donc c'est de ne pas aborder l'histoire secrète. Alors ça, c'est votre domaine, votre spécialité, et vous allez donc... juste donner un exemple très simple, parce que... vous allez régler ce problème un siècle après Paul Hazard. Voilà, mais par exemple, quand on parle de Fénelon, par exemple, on parle de Fénelon, et Fénelon, il faut savoir... Autre évêque... qui a été condamné, son Télémaque a été condamné. Non, pas le Télémaque, c'est le Maxime des Saints. Le Maxime des Saints, oui. Mais le Télémaque a fait un scandale, après, qui lui a valu un exil... encore une mesure d'intolérance catholique terrible, puisqu'il a été en exil dans son propre diocèse. Alors, c'est pas trop dur à vivre. Bon, très bien. Mais Fénelon dit « Chacun doit incomparablement plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dont il est né. » Et dans le Télémaque, il attaque pas la monarchie directement, mais il y a quand même déjà une critique de Louis XIV qui est sous-entendue. Et Fénelon, quand après ça, il est en 1700. Vous savez que l'histoire du quiétisme, hein, je raconte évidemment tout ça. Après, ça serait trop long. Mais si vous voulez, en 1709, quand il est à Cambrai, vient le voir le chevalier de Ramsay. Or,
Fénelon aurait soi-disant converti ce fameux chevalier de Ramsay au catholicisme, ce qui est faux, parce que le chevalier de Ramsay va tout de suite après à Blois, chez Madame Guyon, jusqu'à la mort de Madame Guyon, qui est quiétiste, c'est cette hérésie quiétiste, donc il n'est pas converti au catholicisme. Et qui est ce chevalier de Ramsay? C'est un des personnages les plus importants du XVIIIe siècle. Qui connaît le chevalier de Ramsay? Non seulement par son influence sur Fénelon, bien entendu, mais ensuite parce qu'il va importer en France ce que l'on appelle un rite maçonnique qui s'appelle le rite écossais, dans lequel vont être initiés un certain nombre de grands, de nobles, et dont les hauts grades vont aboutir à la création des sectes des Illuminés. Donc, si vous voulez, il y a toute une vie secrète du XVIIIe siècle que l'on ignore. Certes, mais Fénelon a sans doute été dupé par le chevalier de Ramsay. C'est possible. Et j'expliquerai plus le Télémaque par le contexte de l'époque. C'est la réaction nobiliaire. Une bonne partie de la noblesse qui va peut-être passer après du côté subversif, reprocher au fond à Louis XIV de les avoir transformés en danseurs mondains. C'est certain. C'était une façon pour Louis XIV d'assurer son pouvoir, c'était de faire cette cour. Alors vous avez d'ailleurs dans cette... Je rajoute... C'est quand même une révolution politique en douceur, Louis absolument. XIV. Mais si vous voulez, féodalité. Dans cette crise de la conscience française, parce que je m'occupe surtout de la crise... Donc il y a Fénelon, la fausse mystique de Fénelon... Fénelon, vous l'accusez même d'être initié. Vous le soupçonnez, alors. Oui, alors ça, je pense que vous allez un peu trop loin. Il a des contacts avec les piétistes allemands. Il y a beaucoup de contacts. Alors j'essaye de les établir. Pour moi, il est un illuminé, ce qu'on appelle un illuminé du cœur. Mais comme il y a des francs-maçons sans tablier, c'est ça. De toute façon, la franc-maçonnerie n'existe pas quand Fénelon vit, donc il ne peut pas l'être. Mais si vous voulez, vous parliez des nobles, et il y a Paul Hazard, pour la crise de la conscience française, avait donné Malebranche, je l'ai retiré, mais il avait donné Fénelon, Belle et Fontenelle, qui eux sont des rationalistes. Et moi, j'ai ajouté justement le comte de Boulainvilliers. Le comte de Boulainvilliers, qui est un astrologue païen et qui va exciter lui aussi les nobles contre Louis XIV et qui va provoquer en fait l'initiation des nobles aussi dans les loges maçonniques contre le roi. Et on pourrait même trouver chez cet auteur certains aspects racistes. Et il y a un racisme français. Ça, on lui a reproché. Parce qu'il va opposer les Germains ou les Francs aux Romains ou aux Gallo-Romains et une sorte de lutte des classes et un certain racisme qui trouvera son expression un peu plus tard. Alors, lui-même, c'est pas sur le problème du racisme, mais sur l'influence qu'il peut avoir sur les nobles, il inspire Montesquieu, par exemple, si vous voulez. On ne peut pas comprendre Montesquieu sans le comte de Boulainvilliers, etc. Donc ça, on ne vous l'apprend pas nécessairement quand vous étudiez du droit public. La vie secrète de Montesquieu, que je traite aussi, on ne l'apprend pas tellement. Montesquieu, qui a un rôle extrêmement important dans l'histoire secrète, puisque en fait il va être initié à Londres, qui va devenir un agent secret de l'Angleterre. Et quand il écrit l'esprit des lois, pour lui c'est l'esprit cosmique des lois. C'est-à-dire que Montesquieu croit à l'âme du monde, il croit qu'il va chercher l'âme des lois pour faire une législation universelle. C'est cet aspect-là qui m'intéresse, si vous voulez. C'est pas simplement les doctrines qui sont élaborées d'habitude dans les livres universitaires, c'est la vie secrète des philosophes. Expliquer leurs actions. Voilà. Belle et Fontenelle, qui sont à l'origine de l'encyclopédie aussi. Donc, si vous voulez, il y a toute une filiation. Et Belle et Fontenelle, qui reprennent les thèses de la cabale libertine du XVIIe siècle. Oui. Vous avez une filiation d'un siècle à l'autre dans la subversion. Simplement, il y a un renversement. Belle a circonscrit le conflit qui se passe dans cette fameuse crise de conscience entre ceux qu'il appelle les religionnaires, dont fait partie Fénelon, et pour lui la religion est incompatible avec la raison. Oui, la fameuse dent d'or, par exemple. Voilà, et puis ceux qui s'appellent les rationaux, les soi-disant rationaux, Belle et Fontenelle.
Les rationaux, ce sont les héritiers de Descartes. Et ils vont vulgariser en France les thèses des philosophes cartésiens profondément anticatholiques, que sont Hobbes, Locke est un philosophe anglais considérable, puisque c'est lui qui crée le libéralisme en Angleterre, qui fait partie de la révolution libérale de 1688, et Spinoza évidemment, et Newton et Leibniz. Les philosophes anticatholiques ont été vulgarisés par les auteurs qui font partie de la crise de la conscience française. Donc ils ont fait changer les mentalités. Et le deuxième événement ensuite qui fait changer les mentalités, c'est la fin de Louis XIV et c'est la Régence. Parce que la Régence Orléans est une véritable catastrophe. Le régent est un débauché, il a besoin de beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, vous avez une incidence financière aussi dans l'histoire secrète. Vous avez évidemment des banques qui veulent aussi mettre la main sur la France, faut appeler les choses par leur nom. Ce sont les banques qui viennent de Hollande ou d'Angleterre. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé en Angleterre à la Révolution de 1688, qui est un complot qui est fomenté à partir de Hollande, et la Révolution française a renversé la monarchie pour que le pouvoir économique prenne le pouvoir. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ouais, alors, tout ça a une incidence, bref quand même, mais ça a une incidence parce que, par exemple, la Révolution de 1688 en Angleterre, vous savez que les Stuarts sont renversés. Les Stuarts ne sont pas tous catholiques, mais il y en a un qui est catholique, c'est Jacques II, qui est roi en 1685, et il fait pas 3 ans. Au bout de 3 ans, c'est la Révolution. Et à ce moment-là, les Jacobites, c'est-à-dire les partisans des Stuarts, vont venir à Saint-Germain-en-Laye, et Louis XIV va les protéger parce que Louis XIV et l'Église et Rome souhaitent le retour des Stuarts sur le trône d'Angleterre pour que peut-être que le catholicisme y soit toléré. Et ça va avoir une incidence parce que à Saint-Germain-en-Laye vont être fondées les premières loges maçonniques qui sont des loges jacobites. Donc ce sont des exilés stuartistes qui sont en France et Ramsay fait partie des jacobites. Donc si vous voulez, Fénelon a obligatoirement connu des jacobites. Quand je parle de la vie secrète de Fénelon, il y a ce qu'on appelle une initiation écossaise et on ne peut pas, à mon avis, l'étudier sans la connaître. Voilà. C'est ça que j'essaye de montrer, si vous voulez. Saint-Germain-en-Laye, important centre, un important centre à l'époque de la vie initiatique et ésotérique. Voilà, la franc-maçonnerie anglaise est fondée en 1717 et en France à partir des années 25. Mais c'est une franc-maçonnerie anglaise en France, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par des Anglais, mais qui est très différente de la maçonnerie anglaise. Ah, pas au début, pas quand elle est fondée. Je parle tout à fait au début. Voilà. Donc, si vous voulez... C'était encore des catholiques. Je suis pas d'accord avec vous, frère Thierry. Bon, alors, ce sont des faux catholiques, ce sont des jacobites. Donc, les jacobites ne sont pas catholiques, ce sont les partisans des Stuarts, qui sont soutenus par Rome, même s'ils sont pas tout à fait catholiques. Je suis désolé. C'est un sujet que nous ne pouvons pas aborder, mais j'ai écrit dans ce livre-là, il y a environ une centaine de pages sur la création des loges maçonniques en Angleterre et en France. Vous faites le lien avec la Rose-Croix. Et comment ça se passe? Le lien avec la Rose-Croix, les origines occultes, etc. Et si vous voulez, en France, il va y avoir un virage. Alors, il y a des jacobites, mais alors, on va quand même l'expliquer. Il y a des luttes dans les loges anglaises entre les partisans des Hanovriens, c'est-à-dire des Hanovriens partisans des Hanovres, et les partisans des Stuarts. Bon, ça va même jusqu'à la guerre, c'est-à-dire qu'ils se battent entre eux et il y a les catholiques et les jacobites sont définitivement vaincus en 46 à la bataille de Culloden. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de catholiques en loge, appelons les choses par leur nom. Il y en a qui croient qu'ils peuvent l'être, mais ils ne sont pas. Et ça a des incidences en France. C'est-à-dire que la première condamnation papale, par exemple, est de 1738. C'est la première condamnation de la franc-maçonnerie de 1738. In eminenti. Et pour pouvoir rester... Alors les francs-maçons sont déjà infiltrés à la cour, parce qu'il y en a déjà beaucoup à la cour, dans le valet de chambre du roi, etc. Et pour pouvoir continuer leurs activités en France, ils vont mettre à la tête de la franc-maçonnerie un Français, c'est-à-dire le duc d'Antin.
qui est un grand maître potiche d'ailleurs. Voilà. Après, il y a le duc de Clermont qui est un débauché notoire. Alors, il y a des bagarres même entre maçons. Et l'unité, en fait, sera faite après par le duc d'Orléans, qui deviendra Philippe Égalité. Donc, si vous voulez, toute cette histoire secrète aussi d'une société secrète a une incidence, dans la mesure où un certain nombre de philosophes des Lumières sont initiés dans la franc-maçonnerie. Alors, vous pensez à qui en particulier? Un précurseur de Hegel, Don Deschamps. Oui, alors ça, je ne parle pas de lui parce que je n'ai pas de... Oui. Mais c'est un personnage qu'il ne faut pas négliger. Bon, vous consacrez en tout cas de nombreuses pages au début, dans la première partie, sur l'implantation de la franc-maçonnerie anglaise en France. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de litiges, il y a eu beaucoup de... Évidemment, ça ne s'est pas passé très facilement. C'était lié avec les littérateurs et les philosophes. Et je fais aussi une analyse. Alors, vous savez que la franc-maçonnerie a un texte fondateur qui s'appelle les Constitutions d'Anderson, qui doivent d'ailleurs beaucoup plus à un représentant de Newton, en fait, c'est un sbire de Newton, qui s'appelle Desaguliers, qui est le principal fondateur, enfin c'est l'homme, c'est vraiment le grand initiateur à Londres. Ouais. Et je fais une critique, c'est un pasteur, ce sont des protestants, évidemment, des calvinistes. Plus que ça, Desaguliers. Desaguliers, probablement Rose-Croix. Alors ça a été... admis, après c'est nié, mais ça, les Rose-Croix ont pour la première règle, même s'ils se font prendre la main dans le sac, de ne jamais dire qu'ils le sont. Donc évidemment, il n'y a pas d'écrit, mais il agit exactement selon tout ce que avaient prévu les Rose-Croix d'avant. Donc il l'est très très probablement. Ouais. Et Newton, il faut pas oublier que c'est un alchimiste aussi. Et toutes les alchimistes sont les ancêtres des Rose-Croix et des francs-maçons. Donc, on est dans la même filiation ésotérique. Je ne dis pas que c'est une organisation qui se suit, je dis que c'est un ésotérisme qui se continue. Oui. Voilà. Qui se transmet. Alors, pardon, je vous ai interrompu sur la constitution d'Anderson. Oui, Desaguliers derrière. Voilà, je fais une critique des constitutions qui raconte d'abord une histoire mythique pour un certain nombre de raisons, donc j'essaye de l'expliquer, et qui en fait sont ce que l'on appelle relativistes. C'est-à-dire qu'elles veulent évidemment une réconciliation religieuse, mais c'est au détriment du catholicisme. Et les constitutions substituent. Alors, vous savez qu'il y avait une maçonnerie qui était opérative, c'est celle qui avait construit les cathédrales. Donc, elle reprend un certain nombre de symboles, même de degrés qui existaient chez les constructeurs, mais qu'elle substitue aux devoirs, ce qu'on appelait les anciens devoirs, en anglais. Ici, on parle pas anglais, donc je ne le donnerai pas. On va dire les anciens devoirs, c'est la traduction. En tant que citation, les old charges. Elle substitue alors, dans les anciens devoirs, le maçon opératif de prêter serment de fidélité à l'Église, à Dieu et à la Sainte Église. C'était obligatoire. Il y avait des légendes qui n'étaient pas toujours très catholiques, appelons les choses par leur nom. Mais voilà, dans la nouvelle Constitution, il n'est plus du tout question de Dieu et de Sainte Église. Alors, le premier chapitre des Constitutions, c'est sur Dieu, donc c'est Dieu, mais Dieu devient le fameux grand architecte de l'univers, c'est-à-dire, en fait, c'est un être suprême et c'est le Dieu des philosophes. Donc, il n'est pas le Dieu chrétien, c'est le Dieu Newton, c'est le Dieu mécanique de Newton. Donc, il n'est pas le Dieu chrétien. Et les constitutions substituent la philosophie moderne à la religion catholique comme, si vous voulez, fondement de leur action. Donc, nous sommes passés d'une société qui construisait des cathédrales et qui devait la fidélité à l'Église à une société philosophique. Et qui va mener... Alors, il y a un autre très grand livre que je cite et qu'on ne trouve plus malheureusement. C'est toute la différence entre la grande édition et les autres. C'est le livre de Bernard Faye qui s'appelle La franc-maçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIIIe siècle. Lui, on ne le trouve pas. Vous voyez, les étudiants n'y ont pas accès. On ne l'enseigne pas à Sciences Po. Il faut le rééditer. C'est un livre magnifique et qui explique très bien tout ça. Voilà, qui explique très très bien tout ça. Il y a une révolution intellectuelle avant la révolution politique. Exactement comme de nos jours, le gauchisme fait une révolution culturelle avant la révolution politique. Donc la révolution politique du gauchisme va suivre. Hélas, rien n'est écrit. Il y a encore des résistants qui peuvent se lever. Je les incite même. Ils ont intérêt s'ils veulent survivre, s'ils sont occidentaux. Mais ça, c'est un aparté. Tiens, un message à propos d'aparté d'un auditeur de Radio Courtoisie. Elisabeth, si vous voulez bien. Oui, un auditeur demande « Est-il vrai que Voltaire a dit des horreurs sur le peuple telles que « J'ai le peuple en horreur » D'Alembert aurait également dit « Moi, le peuple, je le déteste ». Et c'est absolument exact.
Et voilà, par exemple, Voltaire écrit d'Alembert, mépriser le genre humain. Et quand Voltaire parle des Français, il les appelle les Welsh, alors il dit ce sont des singes, des oies, etc. Pour lui, les seuls hommes parce que les fameux droits de l'homme, puisqu'il va être à l'origine des droits de l'homme, en fait, les hommes, ce sont les initiés qui auront des droits. C'est pas le peuple. Lui, il l'appelle la populace, et il va de toute façon faire l'éloge du despote éclairé, là, qui est un fou furieux, Frédéric de Prusse, dont il fait le grand, mais qui aussi, c'est au mépris du peuple. Voltaire a le mépris du peuple, ça, c'est absolument certain, et surtout du peuple français, qui a le grand tort, à ses yeux, d'être catholique. Donc ça, c'est certain. Oui, on se trompe complètement sur. On se trompe complètement. Alors il y a je cite là aussi, un très bon livre qui est Le Voltaire méconnu de Xavier Martin, que j'ai aussi dans ma bibliographie. Vous avez un autre livre, mais citez-le. Présentez-le, frère Thierry. La France abîmée. Donc toujours de Xavier Martin. Xavier Martin, très bonne histoire. Qui montre. Alors, le livre va de 1780 à 1820. C'est la suite de ses travaux antérieurs. Et l'aboutissement, ça va être le Code de Napoléon. On verra bien que même la place de la femme dans la société. C'est le résultat des élucubrations des philosophes des Lumières. Voilà. Alors, donc, ce très bon livre de Xavier Martin. Et je voudrais rendre hommage ici à Jean de Vigry, qui est récemment rappelé à Dieu, et dont je cite aussi un très gros dictionnaire. Il a fait un très gros dictionnaire des Lumières, ainsi qu'un livre qui s'appelle Les Pédagogues, où on a l'analyse que j'ai évidemment repris sur la fameuse réforme de l'Émile de Rousseau. Je ne sais pas si on aura le temps de dire du mal aussi. Il fait ça fait rien. Un manuel sur l'éducation, alors qu'il a mis ses 5 enfants aux enfants trouvés. Donc il était pas spécialement bien placé pour faire un manuel sur l'éducation. Oui, Rousseau, oui. Mais aussi, on va quand même dire, ça fait rien sur Voltaire. Mais attendez, on va y venir progressivement, suivons le plan. Mais d'ailleurs, encore un petit message, s'il vous plaît, Elisabeth. Oui, alors parole aux auditeurs. Oui, je me permets de lire le message d'une auditrice qui n'a peut-être pas tout vos sous-entendus, Alain Pascal, mais vous semblez penser que tout est de la faute de la gnose. Je pense que c'est un peu vrai. Alors, je ne comprends pas ce qui oppose tant que cela cette dernière au christianisme. Et bon, alors c'est toute une histoire. C'est un vieux débat. Énorme sujet. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Pré-Cabale, donc qui est sur les premiers siècles du christianisme, dans un autre cycle qui s'appelle La Guerre des Gnoses. Donc j'ai écrit 4 livres sur la Guerre des Gnoses. Je ne peux que conseiller à cette dame de commencer par le premier tome. Oui. Voilà. Parce qu'elle dit, Alain Pascal me paraît également partial. Excusez-moi. Je suis engagé. Je défends la tradition chrétienne. C'est très net. Mais puisqu'il semble dire que tout est de la faute de Platon et de Plotin, alors qu'il s'agissait de philosophes extraordinaires et de grands mystique. J'ai pas du tout dit ça. Bon. Voilà. Alors, j'ai pas écrit ça et je l'ai pas dit. Je pense que cette dame a mal compris. Oui. Alors, il faut distinguer. Les néo-platoniciens et Plotin aussi. Il faut distinguer. Ils ont leur part dans le processus. Platon, non. Je vais peut-être vous faire bondir. Oui. Il faut distinguer une vraie et une fausse gnose. Là, on est parti pour 1 heure, Thierry. Moi, je veux bien, mais on est parti parce que là, on va pas être d'accord. Donc, si vous voulez, parce que la vraie, c'est la fausse. Alors, attendez. C'est celle que vous appelez la fausse, je l'appelle la vraie. C'est-à-dire, ah oui, alors on est parti pour 1 heure de débat. Compromis. Le mot est peut-être trop chargé. Mais si on revient au père de l'Église. Non. Bon. Passons à autre chose. Ouais. Alors, revenons à l'encyclopédie, parce que c'est quand même capital. Alors, vous faites le lien donc entre l'encyclopédie et des courants ésotériques très anciens. Vous parlez de l'hermétisme, donc des Rose-Croix, on l'a un petit peu évoqué. Vous faites aussi un lien avec le Talmud, tiens. Et puis vous expliquez que l'encyclopédie renoue avec la Renaissance, donc avec la Kabbale. Ça, c'est une référence donc à un autre de vos essais. Oui. La Renaissance, cette imposture. L'encyclopédie a un héritage de la Renaissance, c'est absolument certain. Je veux dire, c'est revendiqué. Lazare le dit aussi, personne ne le conteste. Et la Renaissance, en fait, alors évidemment, c'est un livre antérieur qui s'appelle aussi La Renaissance, cette imposture. La Renaissance n'est, à mes yeux, ni occidentale ni chrétienne. Non, je parle pas de la Renaissance artistique, je parle de la Renaissance philosophique, évidemment. Elle est gnostique et kabbalistique, c'est-à-dire que ses sources sont, alors la gnose, connaissance supérieure réservée aux initiés des premiers siècles,
Alors, on va quand même faire plaisir à frère Thierry. Saint Irénée parle de pseudo-gnose. Le problème, c'est qu'il y a eu... moi, j'ai connu la gnose chrétienne en lisant Bossuet, parce que Bossuet parle d'une gnose chrétienne. Donc, on peut employer... Mais le problème, c'est que la gnose, dans tous les siècles, est devenue anti-chrétienne. Ça veut dire connaissance supérieure. Bon. Donc, si vous voulez... Après, ça crée une confusion de la pensée. Mais les initiés ont donné au mot gnose... un autre mot, qui a lutté contre le christianisme. Bon. Et la Kabbale est une... Déjà autant d'Irénée. La Kabbale, bien sûr. La Kabbale, elle, est compromis l'ésotérisme juif avec notamment l'ésotérisme païen, notamment égyptien. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement du XIIIe siècle. Et même la magie. Et bien sûr. Et si vous voulez, le livre qui s'appelle de la Kabbale, qui a influencé la Renaissance et la Réforme, ça s'appelle le Zohar, qui est le livre des splendeurs. Et les splendeurs, ce sont les lumières. Ce sont les lumières de la Kabbale. Donc, si vous voulez, vous avez une filiation, et y compris dans les aspects ésotériques, géométriques, etc. Je pourrais apporter une précision, mais je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi. C'est souvent. Bon, mais ça met un peu de sel. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas confondre la Kabbale post-christique, et je vous renvoie aux travaux d'un rabbin devenu prêtre catholique. La Kabbale des Juifs ne sont pas catholiques pour l'instant. C'est un grand converti. C'est indiscutable. Drac. Oui, Drac. Il n'est pas prêtre, je crois. Hein. Comment? S'il était prêtre. Il est devenu prêtre. Oui. Bon. Mais il n'y a pas de Kabbale chrétienne. Ah non, mais il parle de la Kabbale des Hébreux. Alors le mot avant le christianisme. Bien sûr, c'est le mot Kabbale veut dire tradition. C'est ça. Alors, il y a plusieurs sens. Voilà. Il y a une tradition. Il y avait déjà des problèmes chez les Hébreux. À Babylone, Monseigneur Morin fait naître la Kabbale à Babylone. Il y a déjà un refus, en fait, des prophéties. Parce que les prophètes annoncent le Messie et il y a probablement une synchronicité avec la naissance de la Kabbale à Babylone. C'est un autre sujet. Mais le sujet, ce que l'on appelle la Kabbale dans l'histoire officielle, elle est au XII-XIIIe siècle. Oui. C'est celle-là, en tant que mouvement pseudo-mystique, mais en tout cas anti-chrétien, qui est à l'origine de la philosophie. C'est à l'origine de la Renaissance. Il y a un héritage, et donc de l'encyclopédie. Soyons très clairs. Le mot Renaissance, là, il est quand même très chargé, quoi. Mais bien sûr. Puisqu'on propose autre chose. Puisqu'on parle de l'encyclopédie. Oui, c'est le sujet. Un grand pas chapitre. On pourrait comparer à la même époque où paraît l'encyclopédie, vous avez en Orient la Philokalie qui paraît. Donc c'est un résumé en plusieurs volumes très imposant de pères de l'Église, de pères du désert, de grands auteurs spirituels. Ça a été publié à Venise, en grec, en slavon, et on voit qu'il y a deux Europes qui se sont formées à cette époque-là. Une qui est restée chrétienne, et l'autre qui a adopté les idées révolutionnaires. Voilà, l'encyclopédie prépare l'apostasie. Parce qu'en fait, le but des encyclopédies, c'est de monter la science, de démontrer par la science que le christianisme... Il y a une étude à faire, vous voyez, sur ces deux encyclopédies. Elles sont totalement différentes, bien entendu. Oui, mais qui sont à la même époque. Ben, tant mieux pour l'Orient. Hein, oui. Mais par exemple, quand je parlais du chevalier de Ramsay, l'encyclopédie, elle est appelée par Ramsay. Il prononce un discours. Il vient en France, il importe ce rite écossais, il prononce un discours dans lequel il dit deux choses. Il demande d'abord, toutes les loges réunies, d'établir une république mondiale. Donc, si vous voulez, le cardinal de Fleury, lui, bondit, interdit le discours, etc. Parce qu'il comprend très bien que de faire une république mondiale, ça veut dire de renverser la monarchie. Il a très bien compris. Mais il y a une deuxième partie du discours. Il y a une partie historique, etc. que je donne, évidemment, que je résume. Mais il dit aussi qu'il faut réunir les lumières de toutes les nations dans un seul ouvrage. Il emploie le terme lumière, et l'encyclopédie va s'appeler c'est le testament des lumières. Donc, si vous voulez, l'encyclopédie, il y a déjà un dictionnaire qui est commencé à Londres, et Diderot, en fait, et on lui demande de traduire ce dictionnaire, et puis il va énormément ajouter à ce dictionnaire. Il se rend compte qu'il faut un dictionnaire d'un Anglais qui s'appelle Chambers, et il y avait déjà un Rose-Croix qui s'appelait Bacon, qui avait déjà fait un projet de dictionnaire, et vous avez aussi le projet de dictionnaire de Bell. Donc, si vous voulez, on est dans une suite Rose-Croix, on veut
faire une somme des savoirs contre le catholicisme, c'est très clair. Et même plus loin pour l'encyclopédie, contre le christianisme d'une façon générale. Donc c'est vraiment le but de l'encyclopédie. La science n'est qu'un prétexte. Et d'ailleurs, beaucoup d'encyclopédistes ont des croyances cachées que j'essaye de montrer. Ah, c'est ça. Ouais. Rappelons pour nos auditeurs, ou certains d'entre eux, que l'encyclopédie, donc, c'est un ouvrage majeur du XVIIIe siècle, qui a été édité entre 1751 et 1772, voilà, nous ne l'avions pas dit, sous la direction de Denis Diderot. Voilà. Et aussi, peut-être à un moindre degré, d'Alembert, Jean d'Alembert. Oui, c'est d'Alembert. Et on peut constater que la censure royale a été bien légère. Ah, totalement. Il y a beaucoup plus de liberté à l'époque qu'aujourd'hui, c'est certain. Dans les universités aussi, d'ailleurs. Pendant tout le pseudo-Moyen-Âge. Parce qu'il bénéficiait toutes les doctrines étaient librement enseignées. Il profitait de protection. Il y a il y a une très mauvaise protection qui est celle de Madame de Pompadour. Oui. Je dis beaucoup de mal de Madame de Pompadour. Oui, mais vous faites bien. Qui a été très néfaste, très néfaste. Et même elle a eu un rôle épouvantable sur tous les plans. Et même du pauvre Malesherbes. Et de Malesherbes, pauvre, je ne sais pas si Malesherbes est pauvre, il est suffisamment intelligent pour être responsable de ses actes. Et d'Aguesseau, il y a des protections en haut lieu, mais vous avez aussi, mais il y a 2 loges maçonniques à la cour, et il y a une protection, si vous voulez, une influence maçonnique sur Madame de Pompadour, et une protection. Et c'est absolument certain. Je me suis aussi pensé sur le problème du financement de l'encyclopédie. C'est-à-dire que vous avez par exemple 2 financiers principaux, qui est un qui est le chevalier de Jaucourt, qui est probablement Rose-Croix, et qui tient son argent de Hollande, qui remplit beaucoup d'articles, il fait beaucoup d'articles, et le deuxième c'est D'Holbach. Et D'Holbach, D'Holbach qui est un athée. Donc, acharné, donc un ennemi du christianisme acharné, qui amène énormément d'argent, dont on ne sait pas non plus trop d'où il vient. Voilà. Donc il y a cet aspect dans l'encyclopédie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que... À Pompadour, excusez-moi, nous avons perdu le Canada français à cause d'elle, je voulais le rappeler. Oui, moi je me suis... en partie à cause d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la diffusion de l'encyclopédie. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont... il suffit de regarder les dépouillements des successions. Beaucoup de gens, on est étonné qu'ils aient acheté l'encyclopédie. C'est un réseau de distribution. Oui. Je vais vous lire une citation, c'est très simple. C'est un dictionnaire maçonnique qui est reconnu, qui est le plus célèbre, qui s'appelle le Ligou. C'est sous la direction, c'est un dictionnaire. Voilà, je cite l'article L'Encyclopédie. L'encyclopédie est-elle d'origine maçonnique? Oui. L'encyclopédie a-t-elle été soutenue par la franc-maçonnerie? Il est sûr que maints souscripteurs furent francs-maçons. Il est sûr que la diffusion fut assurée par les loges et surtout par les chambres littéraires paramaçonniques. Ça, c'est assez d'actualité. Vous voyez, des sociétés littéraires paramaçonniques, c'est assez d'actualité. Ensuite, l'encyclopédie fut-elle le support de l'idéologie maçonnique? Oui, car elle fut œuvre d'organisation et de synthèse du message des Lumières. Oui, car elle fut œuvre de propagande et de combat. C'est un dictionnaire. Bien, écoutez, donc, si vous voulez, je n'invente rien. Non, c'est très clair. C'est une autorité du monde maçonnique. Et ce que l'on peut dire aussi, c'est que justement, il y a à peu près 150 rédacteurs. Bon, j'ai cherché à savoir combien on était. Alors, beaucoup ne le sont pas. Je dis pas qu'ils le sont tous, bien entendu, mais je vais quand même donner un certain nombre de noms qui sont reconnus comme francs-maçons. Vous avez Helvétius. Bon, Helvétius est un athée, lui aussi. Il est libéral et socialiste. Il est très riche, c'est un fermier général. Donc, vous voyez, le portefeuille se porte à gauche déjà à l'époque. Mais il est probablement pas, il n'est pas initié en France. Il est probablement initié en Angleterre. Mais il est reconnu officiellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne devrait pas. Et Diderot aussi est un athée. Alors Diderot n'est pas reconnu comme franc-maçon. Je vais être très net là-dessus. Mais il est athée. Or, en principe, dans les constitutions d'Harrison, on dit qu'un franc-maçon n'est pas un athée, et ils ajoutent même un athée stupide. Je suis désolé pour les athées, mais il y avait encore quelques paroles de bon sens au départ. Donc, si vous voulez, il ne devrait pas, mais il l'est. Et Diderot continue, Diderot écrit, alors Diderot, c'est vraiment un problème, parce que Diderot, j'ai posé la question de savoir s'il n'était pas Rose-Croix, c'est-à-dire s'il n'avait pas... Vous savez qu'il y a une franc-maçonnerie officielle et vous avez des organisations différentes. Donc chacun dit, moi celui-là ne l'est pas parce qu'il est dans une autre obédience. Ça se passe toujours aujourd'hui. Donc si vous voulez, Diderot, il écrit en 49, quand même avant l'encyclopédie, la lettre sur les aveugles à ceux qui voient. Les aveugles, ce sont les profanes.
Ceux qui voient, ceux qui ont reçu la lumière. Faut quand même appeler les choses par leur nom. Le livre a fait scandale. Le livre a fait scandale, c'est un scandale. Il va en prison. Et c'est pas le tout. Il est à Vincennes. Bon, il reste pas très longtemps. Et c'est ça qui est très intéressant. Rousseau, qui n'est pas non plus franc-maçon, mais qui est très proche des Illuminés et dont les héritiers vont tous être des fameuses sectes des Illuminés. Rousseau va voir Diderot à Vincennes. C'est là qu'il a l'idée de son discours, de son premier discours sur l'inégalité. Et il parle de l'illumination de Vincennes. Moi, j'ai posé la question. Est-ce que Diderot quelle illumination a reçu Rousseau? Et est-ce que Diderot était capable d'illuminer Rousseau? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, voilà une autre question. Alors, vous en avez d'autres qui sont des francs-maçons. Bref, officiels, c'est des gens très importants. Duclos, par exemple, Marmontel, ce sont eux, sont des littérateurs, c'est des journalistes, des littérateurs. C'est eux qui tiennent l'Académie française. Donc ça, c'est très simple. Voltaire, évidemment, est franc-maçon. Alors, l'initiation de Voltaire, je vais en parler après. Mais vous avez des questions sur un certain nombre d'auteurs. Alors, d'Alembert, on ne sait pas trop. D'Alembert, quand il correspond avec Voltaire ou d'autres, on l'appelle frère Protagoras. Or, les futurs illuminés de Bavière vont se donner des noms. Le fameux Oswald doit s'appeler Spartacus, etc. Donc, question d'Alembert. Alors, d'Alembert, c'est celui qui fait l'éloge de Descartes. C'est lui qui montre bien que la philosophie de Descartes a renversé le christianisme. Et évidemment, vous avez D'Holbach. Bon, D'Holbach, qui est peut-être ce qu'on appelle un élu Cohen. D'ailleurs, vous aurez une secte d'illuminés qui s'appelle les élus Cohen. Et vous avez un illuminé à l'encyclopédie, franc-maçon et illuminé, qui est Villermoz, Jean-Baptiste Villermoz, qui sera le lien entre les illuminés français, plus tard, mais à partir de... Moi, j'ai arrêté mon livre à 1778, qui est la mort de Voltaire et de Rousseau, mais à partir de 1760, vous avez des sectes d'illuminés, et Villermoz va faire le lien avec les fameux illuminés de Bavière. Donc, il est à l'encyclopédie. Et à la suite de l'encyclopédie, un certain nombre d'encyclopédistes encore vivants vont fonder la fameuse loge des 9 sœurs, qui va avoir un rôle fondamental dans la Révolution. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une filiation. Alors, la question... C'est à laquelle appartenait Voltaire. Voilà. Et vous avez aussi d'autres... Vous avez Condorcet, qui est à l'encyclopédie, qui est franc-maçon, qui mourra à la Révolution, mais il y a cru. Lalande, scientifique, qui est probablement aussi... qui sera aussi aux 9 sœurs, etc. Et le grand problème, c'est Voltaire. Alors oui, parlons un peu de Voltaire. Parlons de Voltaire, parce que Voltaire est franc-maçon très probablement dès qu'il va en Angleterre, mais ça n'est pas reconnu. Mais ce qui est une chose extraordinaire, c'est que vous savez qu'il s'est fait simplement initier à la fin de sa vie, aux 9 sœurs justement. Oui. Il a attendu les 9 sœurs pour être initié en France, et il le fait 3 mois avant de mourir. Et quand on l'initie, on ne lui met pas le bandeau. Or, si on ne lui a pas mis le bandeau, alors ça aussi je cite le dictionnaire maçonnique, qui explique bien qu'on ne lui a pas mis le bandeau. Mais si on ne lui met pas le bandeau, ça a un sens très simple, ça veut dire qu'il avait déjà reçu la lumière. Car on met le bandeau à ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Et Voltaire est pire, si vous voulez, le pire de tous, parce que il est véritablement un adepte du diable. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est diabolique. Vous lui taillez un costard. Je vais citer une lettre. Non, mais je vais citer une lettre, parce que finalement, il ne faut pas qu'on croie que j'invente quoi que ce soit. Il écrit à un philosophe, probablement Rose-Croix, qu'il a connu en Prusse, parce qu'il y a beaucoup de Rose-Croix en Prusse. Et il lui écrit, c'est une lettre à Boyer d'Argens, « Frère en Belzébuth ». Allez, c'est pas de la littérature, c'est un bon début. Ça commence fort. Et soi-disant, il n'est pas initié derrière. Souvenez-vous de la parole sacrée que nous nous sommes donnée dans le caveau de Lucifer. Excusez-moi, c'est quand même un peu diabolique pour faire la référence à lui. C'est difficile à défendre. Les Rose-Croix prétendaient tenir leur lumière de celui qu'ils appelaient le porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer. Donc, si vous voulez, Luther... Ça me fait penser à un ministre... qui a exercé un certain pouvoir il y a quelques décennies, et a dit lors d'une soirée qu'il aurait bien voulu dîner avec le diable. C'est tout à fait dans cette lignée.
Ah oui, peut-être qu'il le fait maintenant. Il y a des véritables adeptes du diable. Alors les gens ne croient pas toujours au diable, mais le diable a des adeptes et qui agissent. Et Voltaire, qui est vraiment l'antique. Alors on le présente comme quelqu'un de raisonnable, alors qu'il est dans la vie privée. J'ai fait un. C'est une vie que vous dites consacrée à l'argent. Consacrée à l'argent d'abord, oui. Alors y compris. Il faut voir aussi ses rapports avec Madame du Châtelet. Oui. Très intéressant. Bien sûr. Et je pense que pour comprendre Voltaire, il faut lire avec soin sa correspondance et la mettre en parallèle avec ses œuvres publiques. Tout à fait. Vous voyez, quand j'étais prof de lettres, c'est la méthode que j'adoptais. Je prenais les textes que vous aviez dans le Gardé Michard, et après, sa correspondance privée. Et on voyait très bien que ce soit l'affaire Calas, que ce soit la peste, que ce soit ceci, cela, il disait le contraire publiquement de ce qu'il pensait vraiment. Oui, et quand alors d'Alembert, après la dispute avec Diderot, va remplir un grand rôle à l'Académie. Il va être l'homme de main de Voltaire, et Voltaire va tout faire pour empêcher qu'un les catholiques soient élus à l'Académie française. Donc là, il y a des véritables, on lance des fatwas, si je peux dire. Il lance même une fatwa contre Rousseau à un moment quand ils se disputent. Mais par exemple, quand il est à Cirey, il ouvre le courrier du personnel, où il crache à la figure du personnel. Voilà le grand homme. Et là aussi, d'ailleurs, quand il est, pensez à Madame du Châtelet, il se fait préparer un tombeau. Et il se fait préparer un tombeau. Il y a une chapelle dans la propriété, mais il le fait à l'extérieur de la chapelle. Bon. Et il le fait en forme de pyramide. Et en bas, il y a une équerre et un compas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ouais. En ce principe, il l'est pas. Non, c'est un personnage absolument odieux. Dans les folies du 18e, dans les constructions qu'on appelait les folies, oui, on voit souvent des symboles maçonniques. C'était à la mode. Ça a été très à la mode. Et les nobles ne se sont pas rendus compte du danger, si vous voulez, que ça représentait. C'est à ça que ça... Et certains se sont rendus compte lors de l'émigration. Oui, un peu tard, bien sûr. Et alors, les colonnes tronquées, enfin, il y a tas de symboles. Et ça a été la grande astuce, si vous voulez, de Ramsay notamment, c'est quand on crée les hauts grades du rite écossais, c'est-à-dire que on crée des multitudes de grades, tous plus honorifiques, vous devenez grand chambellan, soupin pontife, de machin, et tout le monde achète. En plus, il y a un trafic de drague, de grades, pour avoir un grade encore supérieur aux autres. Mais en fait, ce sont tous... ils sont grands maîtres de rien du tout, si vous voulez. Ce sont des idiots utiles. Appelons les choses par leur nom. Il y a toute une noblesse qui a été initiée et qui sera victime de la Révolution. Bien sûr. Je ne veux pas dire qu'elle l'aura mérité, mais très élevés. Jusqu'au fameux duc d'Orléans, qui a une immense responsabilité dans la Révolution et qui, quand il dénoncera le Grand Orient, il aura la tête coupée 3 mois après. Donc, si vous voulez, même les frères de Louis XVI, a priori. Hein. Non, je ne partage pas cette opinion, mais c'est pas dans ce livre-là, parce que là j'arrête à. Bon, alors pour terminer, il y aura un 4e tome qui s'appellera La Révolution des Illuminés, qui sera le rôle des Illuminés pendant la Révolution. Bon, très bien. Pour terminer sur Voltaire, parce que on présente beaucoup aujourd'hui Voltaire comme le champion de la liberté de parole, etc. On lui rend hommage même à droite à ce titre. Or, vous dites que Voltaire est non seulement un despote, mais un ennemi de la liberté d'expression, et que son traité sur la tolérance est totalement intolérant. Absolument. Alors je donne aussi des exemples, des citations. Tous les gens, il a aussi demandé qu'on étrangle les jésuites avec les boyaux des jansénistes, etc. Donc si vous voulez, c'est vraiment un homme d'une violence incroyable. Aucune tolérance. Tolérance à tout sauf au catholicisme. Appelons les choses par leur nom. C'est très clair. C'est très clair. Et il n'a même pas de tolérance à l'égard de Rousseau. C'est-à-dire que tant que Rousseau va à peu près dans son sens, ça va. Mais quand il se dispute, c'est lui qui lance les autorités de Genève contre Rousseau. Et Rousseau avait rejoint ce qu'il appelait le paradis calviniste à Genève, est obligé de fuir. Oui, d'ailleurs. Parce que Voltaire lance une fatwa, j'appelle ça une fatwa contre lui. Et Voltaire l'invite à brouter de l'herbe de nos vaches, voilà. D'une manière très ironique. Et Rousseau, à ce moment-là, c'est très intéressant aussi, cette vie-là, va en Angleterre, il est protégé par David Hume, qui est aussi un philosophe du libéralisme,
Et alors qu'il n'est pas considéré, il n'est pas officiellement franc-maçon, mais pour vous donner un autre exemple, c'est une lettre de Voltaire qui écrit, peut-être, je crois d'Alembert, je cite de mémoire, mais il écrit Frère Helvétius est allé en Angleterre, en échange nous avons reçu Frère Hume. Donc il doit quand même y avoir quelque chose derrière. Voilà. Ouais, alors Rousseau, justement, vous le présentez comme l'initié du nombril. Oui, alors là, c'est pas une vraie secte. Ça, c'est une façon. Non, mais certainement, il y aurait une approche psychanalytique à faire du personnage. Absolument. Oui, je l'ai fait un petit peu aussi. Il a des excuses, parce qu'il a une enfance malheureuse. Il y a un docteur, un psychiatre qui avait fait il y a très longtemps un livre sur cet aspect. Oui. Rousseau est en quête. Alors, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect ésotérique de Rousseau. Vous dites aussi, les littérateurs sentimentaux ne sont pas du cœur, mais du nombril. Oui. Le cœur au sens chrétien, au sens pascalien. Vous avez un sens du cœur qui est conforme à l'orthodoxie. Bien sûr. Les pensées de Pascal, alors les provinciales avaient été mises à l'index parce qu'il attaquait les jésuites, mais les pensées n'ont jamais été mises à l'index parce qu'elles sont catholiques. Donc on peut les provinciales aussi. Pardon. Les provinciales aussi. Elles le sont, mais enfin elles ont été mises à l'index. Et je pense qu'on devrait les reproduire aujourd'hui. Elles sont déjà très bien écrites. Elles ouvrent la littérature classique. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je n'oserais pas parler des jésuites. Je ne sais pas où ils en sont. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Il y a peut-être encore des catholiques parmi les jésuites. Je ne sais pas. Bon, alors, c'est un autre problème. Bon, le jeune Rousseau à la recherche du féminin ésotérique. Oui, parce que Rousseau, il a. Très intéressant. Oui, il n'a pas. Il y a un aspect effectivement. Il n'a pas connu sa mère, enfin, de mémoire, et il est placé en fait. Son père ne s'occupe pas de lui non plus. Il est placé en apprentissage et il est maltraité. Donc il fuit sur les routes. Il a toute une enfance errante. Et il a la grande chance, on est dans le paradis calviniste, on est à Genève, évidemment. Et il a la grande chance de rencontrer sur ses routes Madame de Warens. Madame de Warens, qui est une catholique sincère et qui recueille tous les catholiques, tous les enfants catholiques qui sont persécutés en Suisse et à Genève. Donc il y a un rapport qui se crée entre Madame de Warens, qu'il appelle maman, enfin il a déjà 16 ou 17 ans, il est vraisemblable qu'il y ait plus que cela, si vous voulez. Disons, ça fait penser à notre personnage. Voilà. Et... Tout le monde a compris. Bon, et si vous voulez, il a tout cet aspect-là. Et il est en recherche de féminin, c'est-à-dire le féminin ésotérique qui est le sentiment par opposition à la raison. Vous avez deux voix, vous avez la voix sentimentale. Je n'ai rien contre le sentiment, mais le sentiment n'est pas la même chose que la raison. Je peux résumer aussi simplement que ça. Donc, il recherche cela. Et il va le trouver très probablement avec Diderot, avec l'illumination et avec la connaissance d'un ésotérisme qu'il a à travers la littérature anglaise, parce qu'il y avait beaucoup de livres ésotériques dans la littérature anglaise. C'est un autodidacte, Rousseau. Le défaut de Rousseau, c'est d'avoir fait un système général à partir de son cas personnel, déjà. Par contre, point de vue musical, il est fort intéressant. Oui, et il a vécu de sa musique d'ailleurs. Mais ses opéras sont pas mal. Et alors ensuite, donc, mais bien sûr qu'il c'est un grand littérateur. Hein, je vais pas nier ça. Il y a des pages magnifiques. Mais en fait, il a des œuvres qui sont extrêmement nuisibles. L'Émile pour l'éducation. Alors la Nouvelle Héloïse, je fais une analyse ésotérique de la Nouvelle Héloïse, c'est-à-dire la Nouvelle Héloïse par rapport à l'ancienne, celle qu'avait aimée Abélard. Et l'ancienne, si vous voulez, avait fini au couvent. Hein, et d'ailleurs, je précise toujours que les malheurs d'Abélard sont antérieurs, à son entrée lui aussi dans les ordres. C'est-à-dire que tout ce qui lui est arrivé, ça n'est pas de la faute de l'Église. Je précise ça. Voilà. Et l'ancienne Héloïse s'était soumise à la morale, tandis que la nouvelle Héloïse, elle transgresse les mœurs chrétiennes. Et Rousseau lui-même. Et la nouvelle, dans l'ancienne, oui. Aiguille Abélard sur le bon chemin. Sur le bon chemin, absolument. Alors que là, c'est tout à fait le contraire. Et vous avez... Une inversion. Voilà, une inversion. Et vous avez évidemment le contrat social. Donc le fameux contrat social qui est à la base de la Révolution, qui est à la base de tout, qui est à la base de la Déclaration des droits de l'homme, qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est une œuvre, et j'essaye aussi de montrer que dans l'esprit de Rousseau, je peux pas développer ça, mais il y a une sorte de transmutation alchimique
de l'homme bon, primitif, qui devient un homme social. Il y a toute une analyse ésotérique du contrat social. D'accord. Il faut parler là du mythe du bon sauvage qui a fait des dégâts terribles dans lequel nous baignons encore. Qui est une illusion totale. Le sauvage n'était pas bon. D'abord, il n'était pas solitaire. Rousseau dit que l'homme primitif ou le sauvage était un solitaire. L'homme n'a jamais vécu seul. Ce qui est amusant que dans il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rousseau a l'honnêteté de dire que c'est une hypothèse au départ. Et après, c'est un fait avéré. C'est un fait avéré, et il y a un aspect religieux. C'est-à-dire que c'est un culte de l'État qui doit supplanter la religion catholique, ce qui va aussi se passer à la Révolution. Sur une forme de totalitarisme. Totalitarisme, et son vicaire savoyard, alors il y a aussi une lecture ésotérique, parce que le vicaire savoyard, en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'ésotérisme musulman le vieux de la montagne, et on va retrouver un parti révolutionnaire qui s'appellera la montagne, et Rousseau connaît ça, parce qu'il peut pas... tout ce que raconte le vicaire savoyard, ça a déjà été dit par d'autres. Voilà toute cette lecture que j'ai cherché à faire de Rousseau. Ouais. Donc évidemment, c'est pas... On n'a pas l'habitude de lire ça, donc ça demande peut-être un petit effort au lecteur, mais je pense qu'il y a des aspects qui pourront en intéresser certains. De l'Émile à l'enseignement gauchiste non cognitif, c'est le titre d'un nouveau chapitre. Dans la continuité du mythe du bon sauvage, ça mène à l'enseignement gauchiste. Absolument. Dont nous payons Et il faut savoir aussi que ce mythe du bon sauvage repose sur ce que l'on appelle, dans le phénomène révolutionnaire, la révolution, c'est-à-dire un retour. Ce que les philosophes cartésiens ont appelé le retour à l'état de nature, qui serait un état de nature idyllique antérieur au christianisme. Bon. Allez-y. Malheureusement, une des idées qu'a pu puiser Rousseau du mythe du bon sauvage, c'est dans la littérature des missionnaires, des missionnaires catholiques, qui montraient que ces païens qu'on allait trouver dans le Nouveau Monde, ils aimaient leurs femmes, s'occupaient des enfants, ainsi de suite, pour faire honte, au fond, aux Français, plus ou moins corrompus. Même attitude que chez Tacite, on va faire l'éloge du Germain. Mais Rousseau s'est servi de cette littérature apologétique pour la retourner contre les chrétiens. Absolument. Et d'ailleurs, c'était la défense des Indiens, la fameuse controverse de Valladolid où Las Cases défend les Indiens. Ça n'a rien à voir évidemment avec la ignoble pièce de théâtre qui a été faite après. En fait, effectivement, c'était pour que les Indiens aient un statut. Ça a eu d'ailleurs des effets pervers, c'est qu'il y a eu ensuite l'esclavage, c'est-à-dire que comme les Indiens ne travaillaient plus, il a fallu faire venir des main-d'œuvre importées. Alors, petit détail sur Voltaire, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, il est actionnaire de compagnies de trafic d'esclaves. Oui, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais je veux dire, il l'est, c'est quand même aussi l'ancêtre des droits de l'homme, et il le sait. Et alors, si vous citez du Voltaire, il y a aussi des phrases très antisémites de Voltaire. Et si vous citez Voltaire aujourd'hui, si je disais à la place de Voltaire ce qu'il a osé dire, nous serions tous condamnés. 17e chambre. 17e chambre. Voilà le grand homme des Lumières. Tout à fait. Elisabeth, des messages d'auditeurs, si vous voulez bien. Bonsoir, merci pour votre excellente émission. Que pense Monsieur Alain Pascal des ouvrages de l'abbé Augustin Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme? C'est extrêmement intéressant parce que c'est un des premiers témoignages, un témoignage vécu. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout retenir, je ne dis pas que toutes les hypothèses sont absolument vérifiées, mais il y a quand même, c'est un très grand livre, c'est quand même un très grand livre qui donne beaucoup d'informations et il a très bien compris, et c'est lui qui parle, je crois, de mémoire du philosophisme, c'est-à-dire la philosophie n'est plus simplement quelque chose de rationnel à ce moment-là, elle devient hystérique. Elle devient en fait un fanatisme philosophique. Donc ça, il l'a très bien compris. Et puis il est quand même témoin des événements. C'est-à-dire, il est sur place et il est un témoin de la Révolution. Donc moi, j'attache beaucoup de valeur à cet ouvrage.
qui est publié. Ouvrage capital, tout à fait, il est disponible en librairie. Mémoire pour servir à la librairie française, oui, tout à fait, qui est au métro Duplex, rue Bartholdi. Librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e à Paris. On retrouve toute l'œuvre d'Alain Pascal, notamment. Il y a un autre livre qu'on pourrait peut-être évoquer, comme livre capital, c'est celui d'Augustin Cochin, sur les salons. Absolument, les sociétés de pensée. Société de pensée, la démocratie moderne, qui est tout à fait, qui est disponible aussi. Et qui parle du rôle de ces salons littéraires dans lesquels on foisonnait il y a les salons nouvelles ou prétendues nouvelles. Je parle aussi des salons féminins. Alors vous avez ces dames qui sont parfois des espionnes anglaises. Bon, alors les dames ne sont pas initiées. Il y a eu des loges d'adoption. L'Angleterre, l'argent vient d'Angleterre et la perversion. Alors l'Angleterre, si vous voulez, il y a un ministre extraordinaire qui est Walpole. Bon, Walpole, qui est le ministre des Hanovre, qui n'est pas franc-maçon, mais je précise parce qu'on m'accuse pas. Moi, je ne donne que des leçons. Mais qui crée l'intelligence service, en tout cas, qui s'en sert et qui comprend qu'avec les loges qui vont être créées par des Anglais dans l'Europe entière, il va avoir un service d'espionnage sans équivalent. Donc, si vous voulez, et vous avez des témoins aussi de ça. Par exemple, un Casanova, qui lui a été initié, mais lui, il est surtout rentré là parce qu'il y avait et puis il y avait aussi, comment il s'appelle, Sade, qui a été initié aussi, mais eux, ils y vont pour la luxure, appelons les choses par leur nom. Parce que les aristocrates anglais ont été quand même très débauchés, c'est l'époque du libertinage, et en France aussi, à partir de la Régence. Bon, le régent est un débauché, donc quand on est débauché, on a besoin d'argent pour ces débauches. Donc l'argent vous permet d'acheter des ministres. Dubois est un débauché. Alors il y a une dame, je crois que c'est de mémoire, c'est Madame de Tencin qui est la mère de d'Alembert. C'est ça. Elle se fait engrosser, je ne sais pas plus par qui. Elle abandonne d'Alembert. Donc d'Alembert, lui aussi, il n'a pas eu de mère. Et alors quand d'Alembert, qui est un génie mathématique, sera célèbre, elle va dire oui, c'est mon fils. Mais pendant toute son enfance, d'Alembert n'a pas eu de mère. Donc si vous voulez, voilà la mentalité de ces gens-là. Et les philosophes font leur classe dans les salons, bien entendu, qui sont tenus par les dames de la haute société, et ils trouvent de l'argent. Parce qu'ils y trouvent aussi du financement, donc ça améliore beaucoup leur ordinaire. C'est pour ça qu'ils font l'éloge de l'Angleterre. Quand Montesquieu fait l'éloge de l'Angleterre, lui n'est peut-être pas trop intéressé, mais Voltaire est très intéressé. Il n'y a pas de doute que Voltaire finance son éloge de l'Angleterre. Ces banquiers sont liés à l'Angleterre, donc de toute façon, Voltaire a d'argent. Si vous avez une question... Oui, nous avons beaucoup de questions. Pour aller sur ce point dans votre sens, rappelons que Voltaire a fait embastiller La Baumelle, écrivain mineur coupable de lui avoir déplu. Absolument, voilà. Et pas le seul. Entre autres faits. Voilà. Il y a des brosses, il y en a plusieurs. Il y a aussi je ne la cite pas, mais il y a le livre de Marion Sigaud sur ce qu'a fait Voltaire aussi. C'est pas le même domaine, mais sur la façon dont il se conduit avec les gens, c'est un livre aussi intéressant sur le personnage. C'est vrai. Alors, encore une remarque d'auditeur, et puis ensuite nous... Oui, alors une longue remarque. Bonsoir à vous, très bonne émission. Monsieur Pascal est lumineux. Pas des lumières telles qu'on les entend. Voilà donc, bien davantage que le siècle dont nous parlons. Néanmoins, il serait intéressant qu'il précise un point trop rapidement survolé chez Adrien Abosi, à savoir l'identification intégrale du romantisme à la modernité cartésienne et idéaliste. Il pourrait être pertinent de lui demander s'il ne perçoit pas que le romantisme est d'abord une saine réaction à l'universalisme fallacieux et dévoyé des Lumières, qui revalorise au contraire l'inscription dans l'histoire, dans la langue, dans la culture, ayant engendré par ailleurs les nationalismes modernes. Je continue, je lis tout. Il m'a semblé qu'il considérait le romantisme comme le prolongement idéologique et spirituel des Lumières, ce qui me paraît contestable, compte tenu du rôle tenu par la réaction romantique dans la restauration et la survie du catholicisme à la sévère épreuve de la Révolution. Ce rejet du romantisme reviendrait de fait à disqualifier l'ensemble de la culture occidentale qui succède à la crise de la conscience européenne. Ce qui paraît tout de même exagéré et frise presque le contresens vis-à-vis de la cause elle-même, notre cause qui est celle de l'Occident chrétien. Bon. Alors... On peut penser à Chateaubriand. L'apologie du christianisme est de type rousseauiste. La religion catholique est vraie parce qu'elle est belle, elle touche le cœur. Il n'y a aucune argumentation théologique dans le génie du christianisme. C'est tout à fait l'esprit du XVIIIe qu'on a chez Chateaubriand.
Et la grande différence, vous voyez, entre le classique et le romantique, le classique devant une œuvre, qu'elle soit d'art ou une œuvre littéraire, que sais-je, dira cela est beau. Il reconnaît un transcendant. Le moderne dira cela me plaît. Voilà. J'aime beaucoup Adrien Abosi, donc pas cette thèse-là, j'ai pas la mémoire dans ses livres, mais enfin je sais pas ce qu'il a soutenu. Non mais vous sur le romantisme, oui, mais le romantisme est une suite des Lumières. Donc si vous voulez, il y a deux aspects dans les Lumières. Non, je change pas d'avis. Vous avez toutes les Lumières, la suite de Vauvenargues, de Rousseau, de Fénelon. Donc on est dans l'esprit des Lumières. C'est simplement une autre branche des Lumières. L'Aufklärung en Allemagne, ce qu'on appelle l'Aufklärung, est une autre branche des Lumières. Vous avez deux branches aussi en Allemagne, dont le fameux Lessing, qui est à l'origine du laïcisme, qui est le rationalisme, et vous avez la branche qui va devenir du piétisme, de Zinzendorf, etc., qui aboutit au romantisme. Alors, dans le futur livre, il y aura aussi les sources occultes du romantisme, parce que c'est un sujet. C'est une suite des Lumières, c'est une autre suite des Lumières. Donc, je sais pas. Bon, Adrien Abosi, qui sera, vous allez rappeler peut-être la signature. Voilà, parce que l'émission touche à sa fin. J'en profite, puisqu'il me reste quelques secondes, donc pour rappeler la tenue de cette 3e édition de la fête des amis d'Alain Pascal, ici présent, voilà, avec plusieurs auteurs intéressants. Ce sera le samedi 21 mars 2020, de 14h30 à 19h, au Colisée Wagram, 4 rue Brémontier, Paris 17e, métro Wagram, entrée gratuite. Vous pourrez retrouver les informations sur alainpascal.com et puis sur mon site thibautdechasset.com, je mettrai les références des ouvrages que nous avons évoqués au cours de l'émission. Voilà. Merci beaucoup Alain Pascal. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Le siècle des ténèbres aux éditions des CIM, voilà, que chacun peut commander à son libraire ou trouver directement dans les bonnes librairies ou sur Internet. Merci frère Thierry. Merci Elisabeth, merci chers auditeurs, portez-vous bien et à bientôt.